Dans ce nouvel épisode, on va parler à Hakan, on va interviewer Hakan. Il vient de se lancer dans le WordPress, il a un parcours totalement rien à voir avec le dev, donc j'ai eu une opportunité de l'interviewer au moment où il se lance dans le développement informatique. Il vient de commencer, pourtant il a beaucoup de clients, il a un aspect business qui lui vient de ses expériences passées, donc j'ai trouvé que c'était très pertinent et très intéressant de pouvoir interviewer quelqu'un comme ça, qui va pouvoir nous faire profiter de toutes ces expériences qui sont liées au business qu'il mène à côté, à ses expériences passées. Et j'ai une surprise d'ailleurs pour ça à la fin de cet épisode que je vais réserver pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Vous allez voir si vous écoutez bien tout le podcast, j'ai un petit truc pour vous à la fin. Bon visionnage. Ça va être un épisode intéressant parce qu'on va parler de beaucoup de choses. On va pas parler du développement parce que toi t'es plutôt profil autodidacte. Est-ce que déjà pour commencer tu peux te présenter rapidement? Bien sûr. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Akan, 34 ans, papa de deux enfants et dans le monde du dev depuis très peu, même pas 10 mois. Donc voilà. Dis-moi, et déjà combien de clients t'as eu? Là, je suis à 15 clients. Bien sûr. Ce qui est pas mal, parce que moi, ce que je trouvais super intéressant dans ton parcours, c'est que t'es pas un développeur qui s'est lancé à son compte. C'est que t'étais pas du tout un développeur, t'as appris le développement Non, et t'en as fait un métier. c'est ça, c'est ça. Ben moi, vraiment, tu m'aurais dit l'année dernière ou il y a 2 ans, tu vas faire des sites internet, j'aurais rigolé pour être honnête, parce que je savais même pas faire un copier-coller avec le clavier. Je suis quelqu'un de terrain, moi, de base. J'ai fait beaucoup de métiers auparavant. Je suis quelqu'un de très, très, très dans le terrain, quoi. Et après, c'était une idée qui m'est venue du jour au lendemain et Et je me suis formé. ça a été quoi, avant qu'on voit ton déclic, ça a été quoi ton parcours avant? Alors moi, mon parcours, ben, donc, moi, j'ai 34 ans. Je travaille depuis mes 16 ans. J'ai fait un CAP des installations en équipement électrique dans le monde du bâtiment. Et à 18 ans, j'ai monté ma première boîte. J'ai lancé ma boîte en électricité. Par contre, je faisais pas du tout mon âge et à 18 ans, quand tu démarches les clients, c'était super compliqué. J'ai eu quelques chantiers, mais pas tant que ça. Du coup, je me suis reconverti. Avec mon père, on s'est lancé dans l'achat-revente de voitures pendant quelques années. Après, on a dû fermer pour X ou Y raison. Après, je suis rentré livreur dans une pizzeria parce que j'avais mon mariage à préparer en amont. T'avais Et quel âge quand t'es passé au salariat? Parce que pour l'instant, t'avais été jamais salarié pour la... non, j'avais 20 ans. Ouais, Ouais. je devais avoir 20 ans, 21 ans maximum. Donc c'était entre guillemets mon premier job de salarié. J'étais livreur de pizzeria parce que je devais trouver un job en urgence. J'avais mon mariage à préparer. Donc ensuite, je suis passé petit à petit, j'ai grimpé, j'ai fini manager de la pizzeria. Ensuite, on m'a débauché dans une autre entreprise dans le monde de la pizza. Toujours, c'était 45 points de vente. Je suis passé responsable commercial et marketing là-bas. Parce que j'avais doublé le chiffre d'affaires de la pizzeria quand je suis passé manager. T'avais quel âge à peu Ensuite, près à ce moment-là? alors 23 ans. Ouais, j'avais 23 ans quand j'ai repris tout ce qui est les 45 points de vente et là-bas ça m'a beaucoup aidé parce qu'on m'a beaucoup formé sur le marketing, sur la force de vente, sur la communication. En plus, c'est tombé pendant la Coupe du Monde, du coup vraiment au niveau com et tout ça, on m'a appris vraiment beaucoup de choses. J'ai vraiment apprécié mon parcours là-bas. Ensuite, je suis passé dans les magasins Action en tant que directeur adjoint. Ensuite, je suis passé chez Saint-Gobain en tant que manager là-bas. Et ensuite, j'ai tout arrêté pour me lancer. C'était pendant la période de Covid et tout ça, donc beaucoup de remises en question. Moi, je fais partie des premiers cas en France qui ont eu le Covid, donc vraiment enfermé dans la maison, pas de masque. Quand t'appelais le médecin, il te suppliait pour pas que tu viennes le voir. Tout le monde était débordé et tout ça, c'était assez compliqué. Je l'ai eu une deuxième fois après. À ce moment-là, avec ma femme, on décide un peu de partir à l'étranger. Donc j'arrête le travail et j'ai pas travaillé pendant un an et demi, je crois. Mhm.
Et, euh, et voilà mon parcours entre guillemets professionnel avant de me lancer Donc, développeur. t'étais chez Saint-Gobain quand ça t'est arrivé la galère du Covid et c'est Oui, d'accord. ouais. J'étais chez Et Saint-Gobain. En plus, les cas, ils étaient en Italie, les premiers cas, et nous, on était, peut-être que c'est là-bas que j'avais attrapé, de toute façon, parce que j'étais en Italie, moi, c'est avec ma femme à ce moment-là. Donc hmm. vraiment, je l'ai eu en janvier, février, et c'est à partir de là que ça a commencé à se propager un peu partout en Europe, de toute façon. Et là, t'as eu tu dis c'est à ce moment-là où tu as eu une prise de conscience, etc. Donc la première prise de conscience, ça a été d'abord de bouger, C'est ça. de, En de fait, pas. pendant le Covid, on n'a pas travaillé pendant 4 mois. J'ai passé de très bons moments avec ma famille, avec ma femme et mes enfants. Donc, on s'est posé des questions en se disant, moi, j'ai pas vu ma fille grandir à cause du boulot, entre guillemets. Et quand tu vis ces petits moments-là qui sont assez importants et que tu dis, en fait, tout n'est pas une carrière, tout n'est pas un travail, tout n'est pas de l'argent, donc, beaucoup de remises en question. Donc là, je me suis dit, je vais essayer de faire un truc où même si je gagne beaucoup moins d'argent, mais je préfère passer beaucoup plus de temps avec ma famille, en tout cas. Là, Ouais. c'est une première prise de conscience, ouais. Ça, je suis d'accord. Je pense que tu avais une situation qui était assez confortable quand tu étais à Saint-Gobain. Et ça, c'est un truc que, Exactement. en général, on s'en rend pas compte. La société aujourd'hui, elle nous parle beaucoup de statut. Et j'ai l'impression que quand tu arrives à un certain statut, tu te dis, ben, en fait, il y a autre chose que je voulais derrière. Et en général, c'est du temps et de la liberté. C'est ça. Ouais. Et donc ça t'a motivé pour partir. Et comment t'en es venu à te dire, donc t'es en Turquie là, Ouais. t'es parti en Turquie parce que t'es turc, donc t'es retourné. D'origine turque, exactement. C'est ta ville natale? Non, pas du tout. C'est pas ma ville natale. Moi, je suis de la mer Noire. Alors, de l'opposé de là où je suis aujourd'hui. Mon père, ma mère, ils sont originaires de la mer Noire. Moi, je suis venu ici. C'est une station balnéaire de la Turquie. Hmm. euh, qui s'appelle Antalya. Bah, c'est parce que tu as du soleil toute l'année et le soleil, ça rend heureux. Donc, Ouais. c'est On pour parle ça pas. Moi, que j'ai... c'est là-bas qu'on s'est rencontrés pour information pour ceux qui regardent. Exactement. Et ouais, t'as fait un bon choix. Mais, bah là, tout de suite, tu vois, il fait 35, 36 toujours. Donc, Ouais, ouais, c'est pas mal. c'est agréable. Et C'est ça. comment comment euh, comment est-ce que tu as pu... Alors, je pense que t'es parti, t'as cherché un boulot là-bas, t'as fait comment pour en arriver à te dire je vais me mettre dans le développement informatique. Comment ça t'est Donc, venu? T'avais besoin d'argent ou tu t'es dit faut que je fasse un truc? C'était quoi le non, déclic? Te dire alors nous, une fois qu'on... Donc moi, j'ai pris la décision d'arrêter le boulot. Ma femme aussi, elle avait un poste à responsabilité, elle était directrice aussi. On a décidé de partir. Au moment où moi, je voulais... Nous, au début, on voulait partir dans le sud de la France pour que je me remette dans l'achat-vente de véhicules d'occasion. Ensuite, il y a eu le troisième ou le deuxième confinement, donc ça s'est pas fait. Ensuite, il y a eu un gros problème avec les voitures d'occasion. En France, à un moment, le marché s'est bloqué. Du coup, je me suis repris une claque là-bas. Du coup, on est venu en vacances en Turquie pour se reposer un peu la tête. Entre-temps, moi, je faisais des allers-retours en France et je savais pas encore ce que j'allais faire parce que les idées que j'avais eues n'ont pas fonctionné ou la conjoncture à ce moment-là a fait que je pouvais pas me lancer. Et j'étais en train de me lancer dans un truc où je me disais, je vais essayer de m'occuper des Français qui vont y aller en vacances à Antalya pour leur aider à faire de la location de voiture ou du Airbnb ou s'occuper de leur voyage. Je voulais me lancer dans ce truc-là, mais j'avais pas, on va dire, assez de budget pour créer un site internet. Enfin, pour faire un site internet plutôt. hmm, Du coup, j'appelle un cousin à moi pour lui demander juste il m'ouvre tout ce qui est partie panel parce que je savais pas comment ça fonctionnait. Je lui dis et moi je vais me débrouiller, je vais essayer de le monter tout seul le site. Il m'a dit d'accord, donc il est rentré dans un hosting, dans un hébergement, il a fait le nécessaire, il m'a ouvert la page WordPress et en prenant la tête, j'ai essayé de faire un site, mais aujourd'hui avec du recul, le site il était dégueulasse, ouais. il était claqué. Et mais moi j'étais trop fier de moi.
J'ai fait un site, je clique sur un bouton, ça ouvre sur une autre page et tout ça. Voilà, pour un mec qui connaît vraiment pas l'informatique, c'était un truc de malade. Et à ce moment-là, on part en voyage avec ma femme encore en Italie. Et bah là, en janvier 2023. Et dans l'arrêt de bus, d'un coup, je regarde, je dis, je vais faire des sites internet maintenant. Et ma femme, elle rigole parce que moi, j'ai toujours des idées farfelues comme ça qui viennent. Elle rigole, elle me dit, mais tu sais pas faire ça, toi. Je dis, si, j'ai fait un site là pour le voyage et tout ça. Elle me dit, ouais, mais il est nul ton site. Donc, je dis, ben, je vais y arriver, tu vas voir et tout ça. Et du coup, je suis rentré, c'est là que ça m'a mis. Et moi, plus on me dit t'es nul, ou plus on me dit c'est nul, ou plus on me dit ça me nourrit un truc de fou. Et du coup, je me suis formé, je me suis acheté une formation en ligne, je me suis mis sur les vidéos YouTube, et plus Ouais, j'envoyais est-ce que tu des... formation pour Comment? la formation, c'est une formation tu l'as prise sur quelle plateforme? Sur Udemy. Sur Udemy, ouais. Ouais, je l'ai pris sur Udemy. C'était une formation au début vraiment pour débutants, et c'était super. Franchement, ça m'a, ça m'a bien appris en tout cas. Après, je me suis perfectionné en regardant des vidéos. Je me suis tué aux vidéos sur YouTube. Après, je connais pas mal de monde dans le secteur, dans le milieu. J'ai demandé beaucoup de conseils. Et après, en février, donc en janvier, j'ai eu l'idée. En février, j'ai monté ma boîte et je l'ai lancée officiellement en mai. En Hmm. mai, j'ai lancé officiellement les sites internet. Et du coup, depuis mai, on va dire que je travaille activement sur ce projet-là. Et ce qu'il y a de bien, alors moi, c'est marrant parce que moi j'ai eu le goût de l'informatique aussi en faisant des sites WordPress. À l'époque, je donnais des cours en ligne et je voulais faire mon site. J'ai fait mon site et c'est exactement pareil que ça m'est arrivé. Aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que tu commences à faire puisqu'on en discute entre nous, hein, tu commences Oui, à aller sur des trucs un peu de code vraiment. Tu rentres dans ouais, le, donc là, tu es en train de te former sur la partie code. Et moi, je pense c'est que c'est qu'un ça. début. C'est qu'un début, tu vois. En plus, à la vitesse où tu vas, ça va aller vite. Et donc, tu es tombé dans le chaudron. Et c'est bien de voir quelqu'un qui vient Ouais, de tomber dans le chaudron, tu vois. ouais, franchement, mais je te dis, mais moi, franchement, j'en rigole. Des fois, hier, voilà, j'étais là en train de me former, je tape des codes que je venais d'apprendre, HTML, CSS, et je repense à, vas-y, l'année dernière, je rigole parce que tu m'aurais parlé de ça l'année dernière. Franchement, c'était un langage totalement inconnu pour moi. J'ai mon beau-frère et mon meilleur ami qui sont dedans. Et quand ils parlaient entre eux déjà l'année dernière, ils parlaient de WordPress, d'HTML, CSS, tout ça, c'était vraiment du langage très étranger pour moi. Là, aujourd'hui, je suis vraiment junior. Par contre, je suis en pleine phase d'apprentissage, Mais malgré mais tout, je et kiffe. on va quand même enchaîner là-dessus parce que malgré le fait que tu sois junior, tu as quand même eu de la clientèle. Tu as quand même eu déjà pas mal de clientèle, tu as déjà bossé, donc tu as déjà pu te faire la main sur pas mal de sites. La partie clientèle, moi, ce qui m'intéresse souvent, tu vois, quand je parle à des gens qui ont fait des reconversions, c'est quelles ont été les qualités que tu as pu avoir avant, dans les boulots avant, parce que tu as fait beaucoup de choses, tu as fait beaucoup de choses en plus soit entrepreneuriat, soit responsabilité. Mm. Et là, tu te retrouves derrière ton ordinateur à faire des sites, etc. Mais après, je reste persuadé que le fait que tu aies du client, c'est parce que tu sais parler avec tes clients, donc tu sais aller chercher du client et tout. Ça a été quoi un peu les qualités que tu as eues de la vie d'avant qui te permettent aujourd'hui d'évoluer un peu serein dans ce milieu-là? En plus, tu bosses avec des clients français et t'es pas en C'est ça. France. Après, moi, ma plus grande force, c'est ma fibre commerciale. Et pourtant, j'étais quelqu'un de très timide et même coincé, entre guillemets, à 16 ans, quand tu commences dans le monde du travail. Mais les différents boulots que j'ai fait dans ma vie m'ont appris beaucoup, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, pour moi, la base, dans n'importe quel métier du monde, la base, et c'est ça qui fait tout, c'est la relation client que tu vas avoir, c'est le service client, et on appelle ça même, moi, à Saint-Gobain, on te forme sur ça, ça s'appelle la très satisfaction client. C'est-à-dire que
Le client, il est là et moi, je suis quelqu'un qui est très actif dans le client, il m'envoie un message, je lui réponds à la seconde près. Je réponds tout le temps ce qu'il veut. Je lui dis jamais que je peux pas le faire, mais qu'on va essayer de le faire. Et en fait, ça, j'ai appris dans mes différents métiers, puisque la plupart des métiers que j'ai fait, même à 99%, c'est avec un contact direct avec le client, que ce soit dans la vente de véhicules, que ce soit dans les pizzerias, que ce soit dans le groupe Saint-Gobain. Moi, j'étais dans le secteur commercial, donc la plateforme du bâtiment. Donc, j'étais directement avec les artisans. Et du coup, ce contact client a fait que aujourd'hui, dès que le client il m'appelle juste pour avoir une information, en principe, à la fin de la discussion, on a signé. Moi, quand on m'appelle, le client il ferme pas sans rien. Il a appelé, mais il va signer parce que je suis rassurant. Je lui dis ce qu'il veut entendre et c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui les clients. Et quand je finis un site, franchement, je touche du bois. J'ai eu zéro mauvais retour sur mes 15 clients. J'ai eu zéro mauvais retour. Ils m'ont tous fait Mais de la publicité. je suis Donc complètement voilà. d'accord avec toi. Parce que déjà, d'une part, parce que moi, c'est pareil, j'étais timide et je suis allé dans la vente. Et après, j'ai fait de l'informatique. Donc vraiment, c'est le truc que tu apprends dans la vente, c'est cette relation client. Et tu as parlé d'un truc qui est super important, c'est le besoin. En général, les développeurs qui font le parcours inverse, qui font d'abord du développement et ils sont formés plus comme étant des salariés qui vont répondre à des specs, ils vont répondre à pas à des besoins clients, justement. Et donc, cette hauteur-là, ben, en fait, si tu la prends pas à un moment donné, c'est sûr que il faut que tu comprennes le besoin du client et si tu y réponds, il n'y a aucune raison, en fait, qui parte pas avec toi et qui te paye pas pour que tu répondes à son besoin. Donc, forcément, si tu as compris le besoin, que tu sais y répondre, le client, il est satisfait. Et Exactement. ta, ta, ta formation, quand tu l'as faite, on le voit, hein, t'es un profil commercial, terrain, tu parles beaucoup, tu avais l'habitude de beaucoup parler aux gens. Là, tu t'es retrouvé à faire une formation Udemy, 24/24 derrière ton écran. Ça s'est passé comment? Ben, écoute, déjà, je porte des lunettes maintenant. Donc, l'écran, ça a un peu bousillé mes yeux. J'avais une vue nickel auparavant, mais bon, depuis un an avec les écrans et tout ça, c'est vrai que c'est, on va dire, le côté négatif du métier. Mais je suis devant mon écran, si tu veux mettre ta petite musique ou ta petite série en arrière-plan, tu travailles, tu bosses. Moi, je pense qu'au bout ça fait 18 ans de taf là que je fais, j'avais besoin un peu de ce moment de solitude. Ça me Hmm. fait du bien finalement, moi. Ouais, de te poser un peu, d'être plus dans le. J'en parle souvent à chaque fois, hein, mais c'est un peu le mode créatif. T'es dans ton flow, tu mets ton casque, C'est ça. tu. Voilà. Je suis dans mon monde en fait. Tac. En plus, si tu le fais vraiment avec passion et que tu aimes vraiment ce que tu fais, tu vois pas l'heure passer, tu vois pas l'heure défiler. Et après, l'avantage qu'on a, c'est au moment où tu sens que tu as envie de parler avec quelqu'un, tu fermes ton PC, tu ouvres la porte. Il y a ta femme qui est à côté, il y a tes enfants, et tu sors de ce monde-là et tu reviens dans ce Ouais. monde-là, quoi, on va dire, entre Il y a, guillemets. il y a, il y a un truc, tu vois, que j'aimerais bien aborder avec toi parce que justement, tu vois, t'as cette double vision-là, et c'est super intéressant, je trouve. J'avais vu à une époque que tu as deux modes de travail. Tu as le mode de travail comme celui dont on vient de parler, là, le développeur, il a besoin de travail long parce que tu es en train de creuser, tu es en train de chercher, tu es en train de créer un truc. Et tu as le mode de travail un peu managérial où bah, en fait tu dois prendre des décisions vite et t'as des petits temps dans lesquels, par exemple, t'as des rendez-vous de 30 minutes qui se succèdent et c'est pas du tout le même. Donc, moi, l'une des difficultés que j'ai eues quand je me suis lancé à mon compte, c'est d'arriver à équilibrer les deux. Parce qu'il faut que tu trouves des clients, donc tu fasses de la prospection, tu parles avec des clients, etc. C'est un mode. Et après, tu passes dans un autre mode qui est le mode de production. Comment tu arrives à gérer ça, toi? À En aller fait, chercher des clients.
En fait, ça se fait naturellement parce que je pense que comme je suis j'étais manager pendant de nombreuses années, je le fais sans m'en apercevoir finalement. Euh, Hier, j'ai pas mal de cousins et de cousines. Hier, ils étaient en train de prospecter pour moi. À partir dans les zones franches, dans les zones industrielles, à mettre des prospectus dans les boîtes aux lettres. J'ai mon entourage ancien entourage professionnel qui prospecte pour moi. Par exemple, à la plateforme du bâtiment où bossé de nombreuses années, bah là-bas, c'est des artisans, donc la plupart, ils vont avoir besoin de sites internet. Du coup, mes collègues, ils vont parler de moi là-bas. C'est beaucoup, après, sur LinkedIn aussi, avec tous les emplois que j'ai fait, j'ai pas mal d'entourage. Du coup, de là-bas aussi, il y a du monde qui arrive. Et en fait, j'ai jamais calculé de où je vais prospecter. Je prospecte un peu partout et ça tombe un peu de partout de toute façon. Ouais, t'as pas. C'est marrant parce que il y a deux choses qui m'interpellent. La première, c'est que en général, dans le milieu du marketing et de la tech, on te dit qu'il faut avoir un plan détaillé de prospection, etc. Et t'as dit un autre truc qui m'a marqué, c'est t'as des gens qui prospectent pour toi Ouais, en France, qui c'est distribuent ça. des tracts. Donc ça c'est puissant, ça. J- J'ai une belle famille, j'ai de beaux amis. Franchement, après, j'ai Et comment tu manages ça? Déjà, la première question, c'est tu fais quoi? Ils travaillent pour toi, c'est-à-dire tu leur fais des coms, des choses comme ça pour qu'ils puissent. non, même pas. C'est du bénévolat. C'est un petit bisou Ah, et une pâtisserie chez Cédric Grolet dès que je serai là-bas. Et d'accord. non, Et c'est la famille, c'est normal en fait. On se donne des coups de main entre nous. On est une famille très soudée. On n'est pas des cousins et des cousines, on est des frères et sœurs. Et du Hmm, coup, ils le font. C'est même pas moi qui leur ai demandé en vrai, tu vois. Donc, ouais. ils le font parce que c'est normal. Après, à mes potes, c'est moi qui leur ai demandé, ils me le font. Et puis, après, leur objectif, entre guillemets, je dis leur objectif, mais eux, moi, si je vais réussir, ça va leur faire plaisir, comme moi, je l'aurais fait pour eux et j'ai même déjà fait, quoi. Tu sais, des trucs comme ça dans l'amitié ou entre cousins, cousines, c'est pas des choses qui se calculent. Tu le fais parce que c'est comme ça, c'est naturel. Mhm. Après, moi, je prospecte aussi de mon côté sur les réseaux sociaux. Euh, J'essaie de faire aussi de mon côté, bien sûr. Et sur le Après, moi, physique. par exemple, excuse-moi, je t'ai coupé, mais moi, par exemple, en ce moment, je fais exprès de pas trop prospecter parce que là, je suis à fond dans les formations aussi. J'aimerais bien terminer mes formations et pas de le couper parce que j'ai eu un client qui est arrivé où je dois faire son site internet. Par exemple, là, j'aimerais bien. Là, je dis à tout le monde, allez-y mollo parce que là, je suis en mode formation, j'ai envie de me former à fond. Donc voilà. Et le retour sur, t'as trouvé beaucoup de clients comme ça avec la prospection en physique? Parce que ça, c'est une donnée Euh, intéressante. Tu vois, en général, les gens prospectent que en ligne. Mais ouais, j'ai eu quelques clients comme ça. J'en ai même en cours de discussion. Mhm. Après, c'est à peu près la même typologie de clients. C'est le monde du bâtiment, on va dire. Parce que dans le monde du bâtiment, les gens, voilà, ils travaillent physiquement, ils s'y connaissent vraiment pas Mhm. dans le monde digital. Et du coup, quand tu leur apportes cette solution-là, en principe, ça mord. Ouais, j'ai eu un Donc, client comme après, ça. Ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de bien dans ton truc, c'est que toutes les leçons en fait qu'on te donne, que tu peux apprendre avant, toi en fait tu les as mis en pratique sur le terrain. Je pense que c'est un apprentissage terrain. Par exemple, tu vois, tu es déjà spécialisé. C'est-à-dire que tu as commencé à faire des sites, mais tu es déjà spécialisé sur un corps de métier. Tu arrives, tu as le prochain client que tu vas avoir s'il est dans le bâtiment, tu as déjà fait plein de sites dans le bâtiment. ouais. Et tu vas pas aller voir, par exemple, si tu vas voir un autre client qui est dans un autre domaine, ça sera beaucoup moins rassurant ton profil que toi, en fait. Voilà, tu es dans le bâtiment, tu restes dans le bâtiment et il y a de quoi faire en plus. T'as beaucoup Ah d'artisans dans oui, le là, bâtiment. il y en a pas mal. Donc, t'es niché dès le départ. Et comme quoi, tu vois, se nicher, souvent, on le dit, ça paye très vite. C'est vrai, en plus, je l'ai même pas fait exprès, tu vois. Donc, Ouais, ouais. c'était même pas calculé. Et ça s'est fait comme ça. Après, j'ai fait des sites aussi pour d'autres secteurs. J'en ai fait pour des brunchs, j'en ai fait pour des garages automobiles,
J'en ai même fait pour un centre de formation et tout ça. Mais c'est vrai qu'en majorité, c'est du BTP. Mhm. Et mais c'est bien parce qu'en fait, comme ça, les artisans ils parlent entre eux et puis c'est comme ça que tu te fais rapidement un nom et après bien sûr, tu vas extrapoler, mais tu pourras extrapoler en disant voilà, dans le BTP, j'ai un CV qui est intéressant. Avant qu'on passe un peu Exactement. à parler technique, comment est-ce que tu as eu parce que là ça coule de source et tout, est-ce que tu as eu des blocages quand tu t'es lancé à faire le site du style c'est compliqué, c'est le développement informatique c'est compliqué, ce qu'on peut assimiler un peu au syndrome de l'imposteur ou alors tu as dit je fonce et puis je vais y arriver, tu vois. Mo- Ouais, c'est plus je fonce, je vais arriver. Après moi, on m'a demandé j'ai eu quelques demandes où à l'époque, quand je me suis lancé, je dis à l'époque, bon, il y a quelques mois de ça, c'était technique, on va dire pour moi, où là, je me dis, oh mince, c'est tout, est-ce que je vais y arriver? Mais quelqu'un qui sait utiliser, pour moi, Google, il peut tout faire. Donc, tu trouves la solution, c'est à toi d'aller creuser le truc, d'aller chercher, de faire marcher tes contacts et tout ça pour débloquer la situation. Et en même Mhm. temps, c'est de la formation, en fait. Tu te formes automatiquement et puis tu apprends et la prochaine fois, quand tu as une demande comme ça, c'est beaucoup plus simple et puis voilà. Ce que j'aime bien, franchement, ce que j'aime beaucoup, et puis c'est pour ça un peu on a accroché en Turquie quand on s'est rencontrés, c'est ce que j'aime bien dans ta vision, c'est je teste et puis bosser. Aujourd'hui, t'as une agence parce que ton agence là, t'as pu la lancer, donc pour le coup, qui aide les Ouais. francophones sur la région. On mettra les liens de tout ça hein, dans la description et de la vidéo et du podcast. À côté de ça, tu te formes, tu fais des sites pour tes clients. Donc, tu as déjà pas mal de clients que tu as eu sur du site WordPress. Et en plus de ça, tu bosses à côté. Oui. Donc, et tu as une famille. J'ai une famille, j'ai deux petits monstres. Et bah, le message, en gros, c'est on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Non, Et bah oui, t'as les gens qui vont attendre que quelqu'un porte à la sonne et qu'on ouvre bonjour, ça c'est votre travail, votre permis, votre salaire. Et c'est des gens qui ont pas grand-chose dans leur vie. Après, t'as rien sans rien, faut bosser. Moi, je bosse depuis que j'ai 16 ans, encore une fois. Je suis jamais resté vide dans ma vie, j'ai toujours bossé. hmm, Ma femme, elle est pareille que moi, on a un couple de bosseurs, on fait tout ensemble. Et voilà, après moi, mon objectif vraiment en vrai, c'est que par contre, j'ai un objectif, on va dire, à moyen terme, c'est de vivre du développement. Par contre, vraiment, plus tard, j'ai envie de faire que ça. ouais, c'est très bien comme ça, on aborde la partie un peu offshore. Euh, Moi, je trouve sur le marché francophone aujourd'hui, il y a de plus en plus des clients qui veulent faire ça, c'est-à-dire passer par des prestataires qui sont à l'étranger et qui, surtout ça dépend des projets. Quand c'est des très gros projets, t'as de la complexité, donc c'est difficile. Il y a eu beaucoup de mauvaises expériences sur le marché, donc il y en a qui sont un peu réticents. Mais sur des projets de sites, etc., bah le service qualité il est là, c'est moins coûteux et t'as moins de problèmes avec la masse salariale, tu Oui. vois. Donc moi, je pense que ça a de l'avenir, vraiment. Hein. Je vois de plus en plus de personnes qui le font, que ce soit au Maroc, que ce soit en Turquie, que ce soit il y a une boîte là avec qui j'étais en contact qui était j'ai oublié où, mais enfin vraiment ça a le vent en poupe. En Tunisie aussi, j'ai vu l'île Maurice, voilà. Sur l'île Ouais. Maurice, tu as des boîtes qui se structurent uniquement pour faire ça. Et je trouve que c'est un bon filon. C'est un bon filon. Et est-ce que tu penses que toi, tes clients, ils ont le fait que tu sois offshore et que tu sois moins cher, c'est quelque chose qui fait que tu t'arrives plus facilement à les avoir que si tu avais été sur place? Oui et non, Tendance. puisque j'ai des clients qui savent même pas que je suis à l'étranger en fait. D'accord. Parce ils ont vu, ils ont entendu parler de moi. Parce qu'après moi, je fais beaucoup d'allers-retours. Hein. Je suis beaucoup en France aussi. Euh, pour le boulot, de toute façon, je viens prospecter aussi moi-même.
Et il y a des clients qui savent même pas, mais on en a jamais eu l'occasion d'en discuter, mais il y a des clients, ils le savent. Donc, est-ce que j'ai des clients grâce à ça? Peut-être oui, parce que j'ai des prix relativement bas comparé à mes collègues en France même. Donc, Ouais, je mais pense que j'ai gagné des clients. t'as pas ressenti forcément que les gens préfèrent Hum, passer par toi parce que c'est moins cher que Franchement, ailleurs. je l'ai pas ressenti. C'était plus les gens ils sont passés par moi parce qu'ils avaient personne dans leur entourage qui fait ce truc-là. Et Mm. comme c'est moi, ben ils ont plus confiance. C'est plus par rapport à ça, Ouais, c'est une mais relation de pas confiance. par rapport à mon non. Et parce que souvent, c'est des questions qu'on se pose et tout. Comment tu t'organises structurellement pour avoir t'as une boîte en France et en fait, c'est avec ta boîte en France que tu bosses. À aucun Oui. moment tu. Ouais. Non, non, moi Non, parce qu'il y a tout des est gens, je en connais des gens qui France. sont un peu à l'étranger et tout, et ils se posent beaucoup la question de est-ce qu'ils font leur boîte à l'étranger, ils facturent avec leur boîte à l'étranger. Des fois, c'est des Tu complexités. Ce que peux je aussi. conseille, Tu ouais, peux. Après, ça dépend. ça Franchement, dépend de ta c'est un choix. clientèle. Encore une fois, c'est une Mm. question de choix. C'est une question de tes clients. T'as des clients qui sont d'accord. T'as des clients qui sont pas d'accord pour faire des virements entre guillemets ou Mm. des règlements à l'étranger. Surtout quand c'est hors Union européenne. Mm. Moi, j'ai ma boîte, elle est en France, je paie mes charges en France, je fais tout en France. En fait, c'est comme si que moi j'étais en France de toute façon. Mm. Il y a rien qui change pour le client. Ok. Ouais, justement, c'est parce que je connais des personnes aussi qui sont à Dubaï. J'aimerais bien justement en interviewer par la suite, mais la question se pose beaucoup parce qu'en France, il y a encore enfin, on a encore du mal à faire des paiements. Beaucoup de clients ont encore du mal à faire des paiements à l'extérieur de la zone euro, à des pays extérieurs. Donc en fait, c'est toujours judicieux, je pense, jusqu'à présent d'avoir sa boîte. Ouais, c'est Euh, ça. Là, j'ai quelques petites autres questions que je me suis notées. On a fait un peu dans le désordre pour que ce soit fluide. Donc, il y en a auxquelles on a répondu. Est-ce que, est-ce que tu pourrais dire où est-ce que tu as eu des points de facilité quand t'es passé à faire du dev et tout? Qu'est-ce qui a été facile et qu'est-ce qui a été difficile pour toi? Qu'est-ce qui a été le plus facile et qu'est-ce qui a été le plus difficile? Là, je parle vraiment de l'aspect apprendre le développement, tu vois, technique. Mhm. Alors, est-ce que tu peux juste répéter, excuse-moi, la question? On a eu un Ouais, petit ouais, moment de coupure. pas de souci. Je te disais, qu'est-ce que tu as trouvé, qu'est-ce que tu trouvé de facile? Qu'est-ce qui a été le plus facile pour toi et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans ton apprentissage technique? Où est-ce que tu as eu des blocages et où est-ce que ça a été facile? Dans le but que ceux qui vont regarder, ils se disent, voilà, ça c'est difficile, ça c'est facile. Tu sais, des fois, on a des mythes. On pense qu'il y a des trucs qui vont être difficiles, en fait, ils le sont pas. Et des fois, on pense des trucs qui vont être faciles et Ouais, franchement, après, quand tu fais du développement WordPress, vraiment WordPress pur, si tu enlèves la partie HTML, CSS, mais vraiment que du WordPress, il n'y a rien de trop compliqué. Après, c'est une question de volonté. Je dis pas que tout le monde peut le faire. Tout le monde ne peut pas le faire. C'est comme le foot, hein. C'est beau à voir, mais tout le monde ne met pas des lucarnes. Et tout le monde ne peut pas le faire. Par contre, moi, pendant ma formation, j'ai pas rencontré de difficultés. J'ai pas rencontré de difficultés. Vraiment, j'ai trouvé ça assez simple entre guillemets. Par contre, là, en ce moment, pendant ma formation d'HTML et de CSS, ouais, là, c'est pas pareil. Là, t'es dans une autre dimension. C'est la cour des grands. Des fois, je me dis comment je vais tout retenir dans ma tête, même si le formateur, il te dit, t'as pas besoin de tout retenir dans ta tête, mais, mais encore une fois, c'est une question de volonté. Et franchement, j'ai pas eu de, euh, de choses où je me suis dit c'est compliqué ou c'est hmm, difficile. Tout s'est d'accord. fait tout Enfin, en seul. fait, là, toi, on va dire que tu passes pour recontextualiser un peu, tu passes sur la partie code. Toi, tu étais sur de l'intégration vraiment WordPress et Mhm. et là, en fait, tu es en train de te former sur la partie code. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant
qu'on se parle maintenant, parce que là, en fait, c'est là où tu plonges dans la partie code technique. Moi, une question qui me vient comme ça, c'est pourquoi est-ce que tu le fais? Est-ce que c'est un côté business? Est-ce que c'est un côté, t'as envie d'avoir une compétence meilleure? Est-ce que c'est quelque chose qui va t'aider à être plus productif? Parce que jusqu'à présent, tu vois, ça tourne. Tu pourrais très bien te dire, Ouais. bah écoute, intégration, je sais faire, j'ai des clients, ça arrive, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui te pousse à aller voir l'intérieur du WordPress? Alors déjà, alors je vais être transparent dans un premier temps. Mon premier pas, c'était pas côté, c'était côté business. En fait, je suis quelqu'un moi qui regarde beaucoup les offres d'emploi dans le secteur où je suis pour être au courant un peu du marché. Est-ce que ça recrute, est-ce que ça recrute pas? Et quand je regardais dernièrement, on demande beaucoup de développeurs WordPress qui ont des notions dans MySQL, dans du PHP, dans un peu de notions en CSS, en HTML. Alors, moi, j'en ai pas du tout. Du coup, je me dis, il faut que je l'ai. Même si je cherche pas un travail en tant que salarié, si on le demande, ce serait bien de l'avoir. Peut-être que ça va m'ouvrir sur d'autres marchés. Hmm. Dans un premier temps, c'était purement business. Par contre, quand j'ai commencé à, à coder un tout petit peu, ça m'a plu énormément finalement. C'est, je m'attendais pas même que ça me plaise autant. Et du coup, je me suis fait un programme auquel ben, je vais commencer par me former vraiment sur du HTML, CSS. Après, je vais aller sur un peu du PHP et tout ça. Et je vais me former pendant les mois qui arrivent en faisant même une petite pause avec mes clients et pour aussi répondre au marché actuel. Alors, c'est très bien que tu vois la chose comme ça, parce que justement, c'était ma question un peu après tes ambitions à moyen terme, etc. J'ai posé la question différemment. J'ai l'impression que, parce que ça me parle, parce que c'est un peu comme ça que j'ai réagi aussi. J'ai l'impression que même si tu as toujours été entrepreneuriat, tu as quand même une conscience de la compétence à avoir. Et tu regardes les offres d'emploi, je sais pas si tu te le dis dans un coin de ta tête, tu vas me dire ou pas, c'est de te dire, bah, si j'ai plus de clients, j'ai une compétence et je peux la mettre sur le marché et aller même trouver un poste en remote ou Ah, voilà. c'est exactement ça. En fait, il faut jamais être décalé du monde actuel, même quand t'es patron. C'est tout ce que j'ai toujours fait ça dans ma vie. Moi, quand j'étais à la plateforme, j'ai sauté les détails, mais j'étais aussi entrepreneur à côté. J'achetais, je revendais encore des voitures, je vendais des vêtements, j'avais un e-commerce sur Shopify et tout ça. Euh, il faut jamais être décalé du marché. Et moi-même, aujourd'hui, une fois que je serai formé, s'il y a une boîte qui me propose un boulot, j'y vais, je bosse avec eux, c'est de l'expérience. Parce que moi, dans le monde du développement, je me suis lancé à mon compte, mais le fait de travailler pour quelqu'un pendant même un laps de temps, ça va t'apprendre encore beaucoup de choses. Travailler pour une entreprise dans ce secteur-là, elle va t'apporter d'autres compétences que je vais pas avoir moi en tant qu'entrepreneur et que je peux pas négliger. C'est-à-dire là, moi, je me forme vraiment pour pas être décalé du marché, mais en même temps, s'il y a une offre d'emploi, je suis pas fermé parce que mes clients, de toute façon, je peux les gérer à côté. Mm. Donc, s'il y a quelqu'un qui m'appelle même à mi-temps, hein, on me propose un boulot même à mi-temps, c'est pas le côté financier, c'est le côté formation, c'est le côté Apprentissage. Ça c'est une apprentissage que vision, là. c'est une vision parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, tu vois. C'est une vision qui est très, elle est pas francophone, tu vois. Moi, j'ai pas grandi en France, donc j'ai eu cette vision très tôt. Et mais en fait, en France, on est des très bons salariés. Et quand tu es salarié, j'ai vu beaucoup de... Moi, j'ai toujours dit, hein, ma crainte sur le monde professionnel, c'est de devenir obsolète. Et j'ai vu beaucoup de salariés qui le sont devenus parce que bah, ils font une techno, ils restent sur cette techno. Comme ils sont salariés, bah, on leur donne leur salaire régulier et ils sont pour la boîte, mais ils ont aucune vision du marché. Donc, à aucun moment donné, ils se disent ce que je fais, ça devient obsolète ou pas. Ils- et le fait d'avoir un peu cette curiosité que tu as
Parce que moi, je préconise souvent de faire ça, tu vois. J'aime bien faire des missions longues chez des clients où c'est très technique et où j'amasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de savoir. Et après, tu vas sur le marché et puis tu t'amuses parce que tu es un peu plus à l'aise C'est ça. financièrement. Tu t'amuses un peu, tu te dis, bon, voilà, je vais tester ça, je vais tester ça, je vais... Et donc là, tu es plus dans un processus de créatif et tu es obligé de rester éveillé, de voir un peu le marché. Je trouve ça très intéressant parce que tu vois, sur le modèle américain, ils te disent, eux, tu dois même travailler gratuitement pour arriver à ça. Ils te disent, C'est même ça. si tu dois travailler gratos, tu le fais parce qu'en fait, c'est un investissement que tu fais pour plus tard. C'est exactement ça. Et c'est marrant parce que moi, je déconseille à tous ceux qui font des formations de se lancer tout de suite en freelance. Je dis toujours, fais d'abord du salariat. Ensuite, tu vas prendre un peu de galon, tu vas voir comment ça se passe dans le monde pro en vrai. Et ensuite, tu pourras te lancer en freelance et proposer une... Ça dépend après de beaucoup de parcours. Parce que tu vois, le tien, c'est l'opposé de ce que je conseille. Tu t'es lancé directement en freelance. Mais je trouve ça super intéressant que tu es quand même dans un coin de ta tête de te dire, bon, si je fais un peu de salariat dans un endroit structuré qui me montre comment ça se passe avec des bonnes pratiques et tout, c'est toujours ça de prix, c'est toujours une bonne expérience. Bien sûr, après, ton conseil que tu donnes, c'est ce qui devrait être fait. C'est-à-dire, pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, ne prenez pas trop exemple sur moi. Euh, Moi, c'est un cas spécial. Euh, Moi, j'avais aucune notion dans ce milieu-là. Et quand je me suis formé en tant que développeur WordPress et j'avais aucune notion sur euh, à côté du WordPress. C'est-à-dire que tous des petits langages que tu vas avoir besoin en CSS ou en HTML, tout ça, j'avais aucune notion. Donc moi, de toute façon, c'était presque impossible qu'une boîte, elle me recrute juste parce que je sais faire du WordPress. Aujourd'hui, les boîtes, ils recrutent pas des gens qui font que du WordPress. Donc, j'aurais pas eu de boulot, entre guillemets. Tu sais ce qu'on dit, je faisais un post sur LinkedIn en plus récemment, les meilleurs freelances ou les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui sont pas employables. C'est ça. C'est exactement ma vision. Moi, je préfère prendre quelqu'un par exemple, de junior, mais qui a faim. Mm. Il a une dalle, comme on appelle, et il va se donner à fond. Il va apprendre plus vite que tout le monde, et finalement, il va t'apporter plus que tout le monde que quelqu'un qui vient avec des bagages, mais un peu arrogant. Moi, je sais faire ça, je sais faire ci. Au final, au bout de certains temps, il va baisser la cadence. Et Mm. moi, c'est ma vision à moi. Moi, quand j'étais manager, c'est comme ça que je faisais mes recrutements. Et je prenais des gens qui avaient zéro expérience, mais ils avaient faim. Et Mm. on gagnait tout le temps. Mais après, Oui, tout le monde n'a pas cette vision-là. Donc, ouais. moi, j'ai postulé beaucoup dans les débuts, juste en tant que développeur WordPress. On répond même pas à tes candidatures. Tu vois, déjà, le minimum, franchement, ce serait cool qu'on te réponde, on vous a pas retenu Ouais. ou quoi. Pour moi, c'est le strict minimum. Ouais, ouais, Donc, bon, il y a le marché du recrutement, il est compliqué. Il est compliqué, c'est il crée ça. beaucoup de conflits, il y a beaucoup d'automatisation, c'est pas personnalisé, C'est ils ça. répondent pas. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait un peu le contraire de ce que tu Je préconises. suis totalement d'accord avec toi parce que après, de toute façon, je peux préconiser, mais chacun a son parcours de vie. Mais je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que, tu vois, par exemple, Louis, qui est intervenu sur le podcast, euh, il était, c'est un alternant et il connaissait pas. Je prends l'exemple parce que il est passé, mais j'ai fait ça. J'ai eu à recruter des techs pour des boîtes et j'ai toujours basé sur ce que tu dis, c'est-à-dire le fait qu'il aime ce qu'il fait et le fait qu'il soit motivé. Et des fois, il y a des gars, ils avaient le niveau, mais en fait, ce qui passait pas, et ça, je le répète souvent aux développeurs, si tu passes pas toi en tant que personne, t'as beau être le meilleur, tu vaudras rien sur le marché. C'est ça. Le plus important, c'est ta motivation, si tu réponds aux besoins, comment tu t'organises, euh, et, euh, et ça, c'est pas dû à des compétences. Donc, je pense, tu vois, un profil comme le tien qui sait déjà se vendre, qui sait déjà vendre et tout, s'il prend la technique et qui comble ce gap-là, moi, je vois pas ce qui coincerait, tu vois. Si tu sais très bien te vendre et que t'expliques où est-ce que tu en es sans essayer de te survendre, sans dire que t'es un cador et en montrant que t'as envie et t'as faim, des entreprises, elles t'ouvrent la porte, tu vois. Bien sûr. C'est ça.
Et est-ce que toi, à moyen terme ou long terme, ou comment tu te vois là-dedans? Tu m'as dit tu veux créer ton agence à toi. Avant de créer mon agence, j'aimerais bien quand même bosser en entreprise, un petit peu, même si je dis un petit peu, après ça dépend du feeling que tu as avec la boîte. Si tu te plais, tu restes, hein, ça dépend. Mais j'aimerais bien quand même connaître ce milieu entreprise avant de lancer mon agence pour avoir aussi cette expérience qui va me manquer Mhm. et prendre ce côté pro que j'ai pas, qui me manque avant de monter mon agence. Mhm. Ok. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner? On l'a un peu abordé, mais quelqu'un qui veut faire comme toi et qui veut se lancer sur le dev comme ça, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à lui donner? Franchement, déjà, faut qu'il croit en lui et que vraiment, c'est de la dev, c'est comme un téléphone où il faut tout le temps des mises à jour. Si tu fais pas de mise à jour, de toute façon, tu vas être tout le temps décalé. Tu peux y arriver à devenir un développeur. On va dire que c'est pas la partie la plus difficile. La partie la plus difficile, c'est de se mettre à jour constamment. C'est-à-dire que fouiller constamment. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi de nouveau? Si tu te lances dans WordPress, il y a tout le temps des nouveaux plugins. C'est quoi ce nouveau plugin? C'est quoi qui fait ça? C'est quoi qui fait ça? En fait, vraiment, c'est de la mise à jour. C'est vraiment, si vous voulez réussir pour moi, c'est mon point de vue à moi, euh, c'est de la mise à jour constamment parce que une fois que tu arrêtes les mises à jour, tu vas être complètement décalé et c'est là qu'on est à la ramasse après. Mhm. Est-ce que ce taf-là, ça te permet d'envisager les choses plus tard, comme tu n'aurais pas pu les envisager si tu n'avais pas ces compétences-là? Qu'est-ce qu'elles apportent un peu dans ta vie pro ou perso? Ce travail-là, moi, il m'apporte beaucoup de choses. Il m'apporte de la confiance en soi. Il m'apporte beaucoup de liberté. Et c'est ce que je cherche, tu vois. C'est que j'ai toujours bossé avec des heures. Quand j'étais manager, je comptais pas mes heures, j'étais cadre. Je devais avoir le dépôt à 5h40 le matin et après le soir, tu pars pas. S'il suffit que tu as un vendeur qui est pas là, tu dois le remplacer. J'ai déjà dû intervenir dans un magasin avec ma fille de 6 mois dans mes bras parce qu'il n'y avait plus personne pour fermer le magasin. Voilà, des choses comme ça. Ce travail-là, il t'apporte de la confiance en soi parce que euh, tu dois savoir vendre aux clients. Donc ça, il faut une confiance en soi pour pouvoir vendre. Et le plus important, c'est qu'il t'apporte une vraie liberté. Mhm. C'est-à-dire, tu veux aller à la mer, tu vas à la mer, tu ouvres ton petit PC, tu continues de bosser, tu vas aller voir ta famille qui sont dans l'autre bout du monde, tu peux continuer à bosser. Donc ça, c'est bien, mais faut trouver le juste milieu. C'est pas parce que tu es libre que tu vas bosser 1 heure par jour à côté, tu vois. Mhm. Faut trouver l'équilibre entre la liberté et le moment où tu dois bosser aussi. Ça, c'est à toi de le gérer. Si toute la journée tu veux faire pump it up et tu veux bosser la nuit, c'est ton truc à toi. Mais il faut savoir trouver le juste équilibre. Si tu Mhm. trouves le juste équilibre, c'est un travail en fait qui est presque parfait. Ok. Moi, je vais pas te contredire là-dessus. Et Voilà, c'est juste voilà, tu peux porter des lunettes au bout d'un moment, ça c'est faut regarder, en plus, t'es en Turquie, donc faut regarder la mer souvent, faut regarder au loin. c'est ça. T'as des exercices pour les yeux, hein. Moi, tu vois, j'ai Ouais, toujours pas de lunettes, mais je fais beaucoup d'exercices pour les yeux. J'ai des lunettes de ouais, repos, et puis sinon, après, je fais l'exercice pour tu sais, les regarder dans les coins, les machins, les tirer un ouais, peu. En c'est fait, vrai. si tu fais pas mal d'exercices, tu vas voir, ça t'aide beaucoup. À faire en tout cas. T'as un mot pour la fin, Alors un général mot comme pour la ça? fin. Croyez en vous, tout est possible dans la vie, il n'y a rien qui est impossible. C'est avec les petites pierres qu'on fait des grandes montagnes. J'étais apprenti dans le bâtiment, j'ai fini et maintenant développeur WordPress, donc aucun rapport. Il faut juste le vouloir. Après, on a de la chance d'avoir des gens comme Sofiane, moi qui m'a beaucoup conseillé en off.
Je lui envoie des messages presque tous les jours. Il m'accompagne énormément. On a la chance d'avoir des gens comme lui. Donc, profitez. Et il fait des podcasts, il fait des vidéos. Ça prend énormément de son temps. On prend le temps de regarder, de commenter, de liker. Et croyez en vous, parce que c'est pas nous qui va croire en vous, c'est vous-même qui pouvez croire en vous. Et c'est tout. Ouais, ça, c'est pas faux. C'est vrai qu'il y a un truc qui est... Je pense que comme on a tous un peu la même volonté dans le monde du dev, on s'entraide facilement. Et je pense que voilà, tu vois, tout est accessible en ligne et Exactement. il y a beaucoup de choses. Après, c'est qu'une histoire de volonté. Je te rejoins à C'est ça. 100%. Une fois qu'il y a la Bon, volonté, on a tout ce qu'on veut. ouais. Bah, en tout cas, merci à toi. C'est un... Merci à toi, Sofiane. C'était un plaisir en tout cas. Ok, donc c'était très enrichissant, très intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que c'est un parcours qui quand même est assez atypique, même dans le monde du dev où il y a beaucoup de parcours atypiques. La surprise que j'ai pour vous, elle est justement en lien avec Akan. On en a parlé rapidement dans l'épisode, mais on l'a passé brièvement. Je m'attarde dessus parce que c'est quelque chose qui pourrait intéresser les plus voyageurs d'entre vous, les digital nomades parmi vous. Il faut savoir que Akan a une agence. Cette agence, elle s'occupe de tous les francophones qui veulent aller passer du temps plus ou moins long à Antalya ou Alanya. Donc entre les deux, il y a une localité qui est balnéaire, qui est très intéressante, dans laquelle, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, j'ai passé un assez long moment en tant que digital nomade. C'est quelque chose qui est pour vous un accompagnement avec des tarifs préférentiels si vous contactez Akan de ma part, surtout en lui disant que vous avez regardé l'intégralité du podcast. Je compte sur lui pour vous poser des questions pièges. Donc vous pourrez faire appel à son agence pour tout ce qui va être location, tout ce qui va être les véhicules, location de véhicules, les appartements, tout ce qui va être les conseils, les bons plans, les astuces là-bas, tout ce qu'il faut faire, votre accompagnement à voyager, à vous installer un moment, à avoir les meilleurs lieux pour bosser, etc. Faut savoir que c'est un endroit qui vraiment est très 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 sympathique. Et en plus d'avoir la vie qui est beaucoup moins chère qu'en France, vous avez des services équivalents, voire bien meilleurs, surtout au niveau de la médecine et de certains aspects qui sont Internet, etc. Vous allez avoir vraiment un service qualitatif. Et je vous renvoie vers Akan, qui pourra vous accompagner dans tous vos process si vous avez l'intention d'aller voir un peu comment ça se passe là-bas. Et surtout, donnez-moi des nouvelles. Donc, comme d'habitude, dans les commentaires, n'hésitez pas surtout à liker, à partager pour faire profiter au plus grand nombre, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et activer la petite notification pour pouvoir avoir les nouveaux épisodes qui vont apparaître tous les samedis. Vous allez avoir un épisode sur la chaîne et vous aurez des podcasts aussi régulièrement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur le podcast, quelle que soit la manière dont vous aimez consommer ce contenu qui, j'espère, vous intéresse. À la prochaine vidéo ou au prochain podcast. Ciao. Yeah.